Vous allez entendre dans un instant le romancier Yannick Enel à la librairie Ombre Blanche, mercredi 19 octobre 2022, à l'occasion de la parution de son dernier livre intitulé Le Trésorier Payeur aux éditions Gallimard. Bonne écoute. Merci, bonsoir à tous. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir, Yannick Enel. Vous étiez venu la première fois pour le roman Cercle, en 2007, et plusieurs fois depuis. J'avais noté, voilà, pour introduire un petit peu, donc vous publiez depuis 2001 des romans avec une forme parfois hybride, des œuvres qui laissent apparaître vos obsessions, les fils conducteurs qui guident votre vie. La littérature, la philosophie, la peinture, tout cela est matière à créer du roman, ou plutôt de la langue, parce que je crois que c'est ça qui anime votre écriture, c'est la recherche absolue de la langue. Tout cela, on le retrouve dans vos romans, dans les récits, et c'est le cas de Le Trésorier Payeur, voilà, qui est ce dernier roman qui est sorti courant de l'été pour la rentrée littéraire 2022. Un roman qui vous a occupé, je crois, pendant 5 ou 6 ans. Un roman qui s'est un petit peu dérobé, peut-être à vous, qui a été suspendu par d'autres choses. Oui, ça fait sérieux de dire j'ai écrit pendant 6 ans ce roman. C'est un peu pour vous impressionner. Mais en fait, c'est vrai, mais j'ai écrit autre chose. Mais surtout, j'ai été détourné de l'écriture de ce roman par plusieurs choses, dont principalement le fait que, comme j'écris une chronique hebdomadaire à Charlie Hebdo, je suis un chroniqueur extérieur, mais ça fait 6 ans maintenant, 7 ans, juste après les attentats, Riss et les autres ont cherché de nouvelles plumes. Et j'avais dit oui tout de suite, en janvier 2015. Et il se trouve qu'il m'a proposé en début 2020 d'être le chroniqueur judiciaire, parce que je ne suis pas, du procès des attentats contre Charlie Hebdo, l'hypercachère. Et non seulement ça m'a occupé pendant 3 mois et demi, mais en fait ça m'a occupé pendant 1 an parce que j'ai eu tellement de mal à me remettre de cette intensité-là, où j'avais écrit une chronique chaque nuit après les 10 heures d'audience quotidienne, que je sais pas, c'était impossible de faire autre chose après. Et j'avais écrit un autre livre, j'étais venu ici en parler, Notre solitude. Et donc, voilà, ça a pris tellement de temps que ce livre n'a cessé d'être retardé. Et comme vous savez, c'est comme toujours, le désir qui est empêché devient de plus en plus aigu. Et quand enfin j'ai pu continuer ce livre que j'avais effectivement commencé en 2015, je peux raconter un peu comment ça s'est passé en 2015. Quand enfin j'ai pu m'y remettre, l'euphorie qui m'a pris est devenue le sujet du livre, c'est-à-dire le sujet des phrases. Vous parliez de la langue. D'un coup, quelque chose n'a cessé de fleurir pendant, je sais pas, quasiment, des mois et des mois. Et ce livre que je croyais assez court, qui était une petite réflexion au départ sur le capitalisme, sur la crise, est devenu un roman proliférant. Et cette prolifération, cette prodigalité, cette richesse de la langue elle-même est venue me donner le sens de ce livre qui donc a commencé en 2015 par quelque chose de très concret que je raconte au début de ce livre. Parce que pour une fois, je ne sais pas ce qui m'a pris, je n'ai pas bien compris le sens de ce geste, mais ça fait partie du livre. J'ai fait précéder le roman proprement dit aujourd'hui on dirait en cinéma, d'un making-of. Donc je raconte comment le roman est né. Mais en fait, c'est déjà le roman. En 2015, j'ai été invité dans le nord de la France, à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Ça va ? Oui. J'ai été invité à participer à une exposition d'art contemporain dans un lieu qui s'appelle La Banque. C'est un centre d'art, La Banque, avec un B majuscule au milieu, La Banque, en un seul mot. J'ignorais tout à fait où j'allais mettre les pieds, mais je faisais toute confiance en la curatrice, on dit comme ça,
Avant, on disait commissaire d'exposition, c'était pas très joli, commissaire, mais curatrice, bon, pourquoi pas. Et comment ? Non ? J'ai dit une connerie. Non. Oui, c'est curateur, curatrice. Bon, non, mais j'essayais de pas être trop ironique, mais si vous l'êtes à ma place, tout ira bien. Donc je suis tranquille. Et bref, c'était sur l'exposition devait porter sur l'influence. C'était très technique. L'influence de l'écrivain Georges Bataille sur l'art contemporain. Et il se trouve que Georges Bataille et peut-être avec Proust et Kafka, l'écrivain que j'ai le plus lu. Il y a 12 volumes d'œuvres complètes, et bon, mais ça, si je commence à raconter ça, on y est encore demain. Il y a eu comme ça une période dans ma vie où j'ai lu les 12 tomes, comme ça, comme si je lisais un roman. Et donc elle m'avait appelé en me disant, voilà, les artistes doivent réaliser une œuvre sur l'économie, sur la dépense, parce que Georges Bataille a ceci, entre autres de particulier, qu'il a écrit il a publié en 1949, après la Seconde Guerre mondiale, après le plan Marshall, un livre très bizarre qui s'appelle La part maudite, qui est un traité d'économie, je dirais, hétérodoxe, dans lequel, entre autres, il nous explique que le cœur de l'économie n'est pas du tout l'épargne, n'est pas du tout le fait d'économiser, justement, et de faire fructifier par le profit de l'argent. Mais le cœur de l'économie, c'est le contraire, c'est la dépense. C'est la ruine de l'argent. C'est le fait d'entrer dans une forme de prodigalité quasi sacrificielle. Et il donne comme exemple toutes sortes de civilisations qui étaient fondées sur le don et le contre-don, les civilisations aztèques notamment. Et il raconte qu'au fond, l'argent, ça sert à impressionner... L'argent, les richesses, disons. Les richesses servent, dans des guerres antiques, à impressionner l'ennemi et à détruire ses propres richesses pour montrer ce dont on est capable. Ça s'appelle le potlatch. D'offrir quelque chose, pour quasiment en ruinant ça et en défiant l'adversaire, pour que lui aussi se mette à offrir encore plus en ruinant tout. Bon. Autant vous dire que, à notre époque de sobriété, c'est une chose qui est difficile. Bon, quand j'ai publié ce livre, je me suis dit, oh là. Et un livre sur la dépense. Et bref, en 2015, me voilà dans l'exposition. Bon, j'étais là pour raconter un peu aux artistes ce qu'était La part maudite. J'étais un peu le conseiller, où je devais écrire le catalogue, je ne sais plus très bien. Et il m'est arrivé une chose tout à fait accidentelle, banale, mais qui pour moi ne l'était pas, c'est que pendant que les artistes allaient regarder pour les simèses, enfin chercher les endroits les plus appropriés à leur œuvre pour l'accrochage futur, moi je dérivais dans ce lieu qui était une ancienne succursale de la Banque de France, que j'ignorais en fait en arrivant. Et donc ce lieu qui était une banque s'était converti, j'utilise un mot à la fois religieux mais surtout économique, s'était converti à l'art. Mais il y avait encore, puisque c'était en chantier, on avait les guichets en marbre, on avait les petits ascenseurs pour billets, et surtout la salle des coffres, ténébreuse à souhait, extraordinaire, mythologique, une vraie caverne. Et bon, j'ai commencé à délirer un peu tout seul, parce que je trouvais cet endroit magnifique. Et en allant fumer une cigarette, au cours de la journée, ça durait toute une journée, dans le petit jardin, j'ai vu une maison. Il y avait une maison qui comment dire ça, qui se dressait là, à 1 mètre. Il y avait à peine un petit muret, il n'y avait aucune séparation entre la banque proprement dite et cette maison, comme si elle faisait partie de la banque. Et elle était en briques rouges, un peu comme toutes les maisons, les belles maisons du nord de la France. Il y avait une lumière étrange qui m'a tout de suite plu. Je suis très sensible aux détails, je ne sais pas vous, mais Dieu gît dans les détails, paraît-il. Des gens disent que c'est le diable qui gît dans les détails. Bon, je ne sais pas. Les deux m'intéressent, le diable et Dieu. Et bref, ce détail, c'était un prisme, une lueur prismatique qui venait comme ça, comme de la nacre, m'aveugler. Ça venait d'une fenêtre brisée. Donc j'avais vu que cette magnifique maison était sans doute à l'abandon. Bon, bref.
Et j'étais avec le directeur de ce centre d'art, et il a vu que j'étais pris par quelque chose, ça l'amusait, et il m'a dit, vous savez, c'était la maison du trésorier payeur. C'est la première fois qu'on prononçait devant moi ce mot, que je trouvais très désuet. Et surtout, je me disais, tiens, je vois pas le rapport avec la banque, parce que trésorier payeur, ben, ça a à voir, dans mon souvenir, ça avait plutôt à voir avec l'argent public, enfin avec les finances, avec les impôts, enfin voilà, pas avec la banque. Enfin. Et bon, et il m'a dit, mais ça m'a plu, trésorier payeur, ça, il y avait déjà, vous parliez de langue, il y avait déjà une forme dans ce mot, le mot trésor. Et puis là, il m'a achevé, si je puis dire, parce qu'il m'a dit, il faut que je vous dise, cet homme, le trésorier payeur de la Banque de France, avait creusé un tunnel entre cette maison et la salle des coffres. Bon, là, j'étais cuit parce qu'il avait évidemment touché un point. Le type, il parlait à un romancier, quoi. Enfin, et tout de suite, évidemment, je suis devenu instantanément obsédé par ce tunnel. Enfin, je lui dis tout de suite que je voulais voir, comme au poker. Enfin, je dis, je veux voir. Je me disais, il se paye ma tête, en fait, c'est sûrement. Rien du tout. Il m'a tout de suite amené dans on a descendu quelques marches, il y avait un souterrain. Je ne savais pas très bien ce qu'on était en train de faire, dans une cave. Et là, il y avait effectivement un couloir de dégagement, parce que depuis là, c'est 2015. Tout de suite après, j'ai commencé à me documenter. Enfin, j'étais obsédé vraiment par ce tunnel. Et j'ai vu que sur les anciens plans des années 20, quand ça a été construit, ça s'appelait le dégagement du caissier principal. En fait, c'était pas le trésorier payeur, mais le caissier principal. Bon, le tunnel était muré, je l'ai pris en photo. C'était avant que la maison soit construite ou la Je sais pas trop, enfin, non, c'était en même temps, c'est-à-dire que c'était un logement de fonction pour le caissier principal. Bref, ça a commencé comme ça, comme on dit... Première phrase du voyage au bout de la nuit, voilà. Ça a commencé comme ça. Moi, j'avais rien dit, c'est Arthur Ganat qui a parlé. Bon, bref, c'était une citation. Et ça a commencé comme ça, et je me suis posé la question de savoir ce que c'était que ce tunnel, enfin, qui était ce type suffisamment cinglé pour construire un tunnel qui menait directement à la salle des coffres. C'était évidemment pas un tunnel à la Spaggiari, enfin, c'était pas un tunnel de cambriolage, c'était pas un tunnel d'évasion. Donc c'était un tunnel dans mon genre, enfin un tunnel d'obsession. Voilà. Et là, en rentrant chez moi le soir, en train, j'ai senti que j'allais un jour écrire un roman. Maintenant, on était en 2015. Il s'est passé beaucoup de choses. Je suis revenu pour travailler, enfin, à Béthune, avec les artistes. Et je venais en voiture souvent, je me souviens, et j'avais découvert qu'il y avait un Emmaüs aussi, le plus grand Emmaüs de France, m'avait-on dit, non loin de cette Banque de France. Ça m'amusait quand même. La banque, Emmaüs, quand même le lieu inverse, le lieu de la gratuité. Et il y avait également, mais on va en reparler, un autre lieu que j'ai découvert assez vite, à la faveur d'un enterrement étrange, dont je vais vous reparler. C'était une confrérie, la confrérie des Charitables. Donc, tout ce triangle-là, cette polarité des lieux, a fait que j'ai engrangé des détails, des étincelles, et je me suis dit... après l'expo, je ferai ça peut-être. Je vais raconter la vie de ce type. Comme j'ai pas une âme de journaliste, enfin, je suis pas un enquêteur, c'est pas du tout mon truc. Chaque fois que j'ai essayé d'enquêter, j'abandonnais très vite. Je préfère imaginer, voilà. Et imaginer par analogie, en prenant des choses, en les montant ensemble, en faisant réfléchir comme dans un miroir les détails. Et voilà, je me suis dit, je vais trouver l'âme de ce type-là qui a existé, et voilà. Et j'ai commencé à écrire un petit texte. Enfin, et comme l'exposition devait porter sur Georges Bataille, qui était cet écrivain qui a théorisé la dépense, je me suis dit, s'il y a un trésorier payeur assez fou pour creuser un trou dans sa propre banque, c'était peut-être pour vider les coffres, je sais pas. Et je me suis dit, tiens, je vais l'appeler Georges Bataille. Ça a commencé comme ça. On va peut-être alors du coup se lire le petit passage.
qui va bien, on a décidé de lire un petit passage qui va nous donner une idée aussi de quel est ce Georges Bataille-là, et après on en parlera, parce que j'ai l'impression qu'il est un agglomérat de plein de choses, et pas que de Georges Bataille. Il fait super chaud, non? Je sais pas, non? Non, vous trouvez pas, non? Ouais. Je suis pas tout seul alors. C'est parce qu'on est encore au mois de juillet. Non, mais je me plains pas, hein, c'est incroyable, c'est formidable. Mais pourquoi pas, oui? Non, on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres parce que ah bon les gens qui habitent dans la petite cour. Ah oui, c'est vrai, on est avec le. Entendre Yannick Enel parler. Oui, ça va être dur pour eux. Non, on ne laisse pas l'autorisation. Ok. Non, pendant les rencontres, on n'a pas le droit. Si vous voulez de l'eau, j'en ai, moi. Bon, je vous lis juste une page et demie, c'est pour vous, comme ça, vous donner le mouvement, le ton. J'ai imaginé, juste, mince, ah oui, c'est toutes tes fiches. J'ai imaginé ce personnage, j'ai imaginé sa biographie entière, et je lui ai donné mon âge, 55 ans. Et donc, pour raconter sa formation, je suis allé dans les années 80, les années 90. Et voilà, là on va l'attraper, si je puis dire, à la page 131, soyons précis. Il a 20 ans, il vient de faire un stage à la Banque de France. Et voilà, il marche dans Paris. C'était un matin lumineux. Il avait 20 ans et se demandait quoi faire de sa vie. L'incertitude ne l'inquiétait pas. Il espérait au contraire ne jamais cesser de se poser des questions. La certitude n'est-elle pas une erreur? C'était quand même incroyable ce qu'il avait vu au fond de la banque. N'avait-il pas eu la chance de pénétrer dans le système? En un sens, c'était aussi exaltant que de plonger au cœur de la philosophie, aussi grisant que d'errer à travers les labyrinthes du savoir absolu de Hegel. La seule vraie question des temps modernes n'était-elle pas celle de la richesse? Que cette richesse fût celle de l'esprit ou celle des biens, c'était à l'avenir d'en décider, c'est-à-dire à lui qui, en s'introduisant dans cet univers, allait vouer sa vie à en éclairer l'énigme. Voilà, il se figurait comme un aventurier de l'esprit, et cette possibilité qui s'ouvrait soudainement dans sa vie lui offrait une vocation. En se consacrant à l'étude de l'économie, qui avait remplacé toutes les grandes questions, il allait creuser un trou à l'intérieur de la banque. Et en s'approchant de son feu invisible, qui n'était pas l'or, mais autre chose, de plus bouleversant, de plus dangereux, il irait bien plus loin que la souterraine, il percerait le coffre-fort métaphysique du monde et mettrait au clair les fins dernières. Cette perspective lui parut satisfaisante. Dans un grand éclat de rire, il sortit du Père-Lachaise, il traversa la place Gambetta, prit un café croissant au comptoir des Petits Oignons, puis en longeant l'hôpital Tenon, se dirigea vers la sortie de Paris, direction Porte de Bagnolet. En marchant, il entendait des loups hurler dans sa tête. Ces cris de la solitude l'enchantaient. Rien ne lui plaisait plus que de trancher les liens. Être seul, c'était s'accorder enfin à une vérité qui dédaigne les bavardages et la comédie sociale. Cette décision de rompre avec lui-même, il allait d'abord en faire sa légende, la raconter comme une scène de roman, fignoler son interprétation, lui donner cette curieuse tournure de blague ratée, et puis finalement, à force d'en répéter les avantages, y souscrire. En franchissant la porte de Bagnolet, il admira les 2 tours des Mercuriales. Elles se dressaient dans le ciel avec une finesse de reine. Les bâtiments sont toujours désespérément masculins. Elle, au contraire, avait une grâce féminine. Il les salua joliment comme un mousquetaire qui fait la révérence en ôtant son chapeau empanaché et leur déclara avec un peu de bouffonnerie « Je vais placer l'économie à la base de la poésie ». Il éclata de rire. C'était exactement ça, c'était grand, c'était fou. Il allait consacrer sa vie à placer l'économie à la base de la poésie. Mais franchement,
un tel programme avait-il le moindre sens? L'économie n'est-elle pas le langage du calcul? Ne sert-elle pas les intérêts des puissants? N'est-elle pas le contraire de la poésie? Les banquiers étaient en train de détruire le monde, et lui divaguait sur le cœur exubérant de l'économie, sur l'embrasement qui en anime les procédures. Il avait pourtant bien vu dans la souterraine comment se comportent les capitalistes, mais son idée, certes encore imprécise, retournait complètement le jeu sinistre des banques. Dans son enthousiasme, il allait jusqu'à penser qu'on n'avait pas encore envisagé l'économie à la mesure de l'univers. Notre monde faisait erreur, l'argent n'était pas qu'une matière d'échange, ni même la source illimitée de profit en laquelle les riches la dévoient, mais une forme d'énergie qui appelait la dilapidation. Il y avait une vérité qui ne s'exprimait qu'à travers la dépense, et il entrevoyait une véritable mise à l'envers de la pensée. La banque est le lieu des accumulations, mais en s'accordant à cette fièvre qui brûle les excédents, elle retrouverait une vie glorieuse, semblable à sa vocation solaire. Merci. Effectivement, on voit bien le personnage, la tension qu'il anime entre différents éléments a priori inconciliables, parce que la poésie, la philosophie, la banque... Waouh. Au début d'un autre de vos livres, vous écrivez, dans Le désir comme aventure, dit « Le désir est avide de ne jamais être assouvi ». C'est une citation de Bataille. Et je crois que c'est ça, a priori, enfin, au début de tout, qui anime votre Georges Bataille, et qui sera aussi une partie de son malheur et de sa souffrance et de sa solitude. C'est un livre sur la contradiction intime. Et moi, c'est une chose qui déjà que je vis intensément dans ma vie, c'est à vouloir une chose et son contraire. Mais je pense qu'effectivement, dans cette insatisfaction brûlante d'avoir des désirs qui sont contradictoires et aussi d'aimer une chose, mais aussi une autre, il y a quelque chose de romanesque. Enfin, il y a une forme d'énergie qui n'arrête plus. Enfin, dans le court-circuit, voilà. Je me figure d'ailleurs au fond le lieu poétique du roman, de l'écriture, de la littérature, comme un lieu où la contradiction a tous ses droits. Je pense que dans la société, et même dans les échanges dits humains, il faut toujours penser quelque chose et l'affirmer. La contradiction est un défaut, en fait. Si on est pris en délit de contradiction, on nous accuse de ne pas savoir ce qu'on pense. Le roman, je pense au contraire, c'est le dernier lieu dans la société où on peut penser d'une manière ambiguë, penser de manière multiple, penser de manière contradictoire. Parce que la pensée, dans la littérature, échappe à son homologation. Non pas qu'elle soit pas sérieuse, non pas qu'elle ne relève pas du monde des idées, mais elle prend en compte les autres, voilà. Quelqu'un pense autrement. Et il se trouve que Bataille, ce personnage que j'ai appelé Bataille, je ne perdais pas de vue que cet homme avait creusé un trou dans sa propre banque, parce qu'il y a vraiment quelqu'un dans la réalité qui a fait ça. Et il fallait que je sculpte en quelque sorte un personnage qui soit à la hauteur de cette contradiction dans les termes. Et voilà, du coup, cette insatisfaction, cette intranquillité, comme dit Pessoa, j'ai pensé que c'était son cœur vibrant, enfin, que c'était quelqu'un qui non seulement se dépensait tout le temps, mais que c'était quelqu'un qui ne capitalisait pas sur ses propres idées. C'était quelqu'un qui n'y tenait pas tant que ça à lui-même. Et c'est aussi ça que m'avait apporté le procès auquel j'ai assisté, le procès des attentats contre Charlie et l'hypercacher. Ce moment terrible m'a fait du bien parce que je me suis éloigné de moi-même, au fond. Pendant un an, je n'ai absolument pas pensé à moi, ça aurait été indécent, mais de fait, j'en ai pas eu le temps. J'étais entièrement requis par le visage des témoins, des survivants, des survivantes, parce que c'était beaucoup des femmes, et je m'occupais des autres, voilà, comment relayer leurs paroles, comment transmettre
leurs témoignages. Et ce personnage est un peu secrètement, enfin, évidemment c'est pas dans le livre, mais secrètement il bénéficie de ça. Ce type, en un sens, c'est un infiltré en fait, comme on dirait dans les films de Scorsese. C'est pas un banquier véritable. Il joue pas non plus à l'être parce qu'il le devient, mais c'est quelqu'un dont j'ai imaginé, parce que je ne perdais pas de vue encore une fois, que c'était un type qui avait creusé un tunnel dans sa propre banque. J'ai imaginé donc que c'était quelqu'un qui venait de la philosophie, ce que je lisais tout à l'heure, comme moi. J'essayais de le rendre plausible, enfin. Et je me suis dit au tout début, vous vous souvenez, dans les années 80, les figures de Thatcher et de Reagan qui sont apparues sur l'échiquier mondial et qui ont tué le communisme en fait. Et au début des années 80, je me souviens très bien, il y avait ce truc qu'on appelait le néolibéralisme, mais c'était une idéologie parmi d'autres. Enfin, bon, depuis, comme on sait, elle a gagné entièrement. Enfin, elle a empoché le monde. Enfin, mais voilà, je me disais, ce type est en classe préparatoire, il fait de la philosophie, de la littérature, et il y a une série de cracks en 87. Tout le monde a oublié ça, mais il y a eu un premier crack, enfin un premier, c'était pas le premier dans l'histoire de l'économie désastreuse du monde, mais il y a eu un crack, et qui devançait de 2 années la chute du mur de Berlin, et c'est pas sans rapport. Et je me suis dit, tiens, cet homme, ce jeune homme, va comprendre, alors qu'on est dans les années fric, enfin, va comprendre que au lieu de se mettre à distance de ça, si on est un philosophe, si on est un penseur, il faut aller vers ça. Peut-être la philosophie tourne en rond. Et j'ai imaginé qu'il s'inscrivait sur un coup de tête, après avoir passé 1 mois à faire un job d'été à la Banque de France, un peu un hasard. Il s'inscrivait dans une école de commerce, au grand scandale de ses amis qui faisaient de la philosophie. Parce qu'il se disait, cet homme, ce jeune homme, c'est là que ça va se passer. Le capitalisme est en train de prendre une possession définitive du monde dans lequel nous sommes, et c'est ça qu'il faut penser, il faut y aller, de l'intérieur, quitte à en souffrir, c'est ça la contradiction. Donc cet homme, je l'ai envoyé comme un poisson pilote, en fait. Et donc il a un comportement évidemment extravagant, mais c'est aussi quelqu'un qui va remplir sa tâche avec rigueur. Voilà, c'est un double jeu, en fait. Oui. Il y a quelque chose. Alors, vous allez me dire si ça, on le trouve dans La part maudite ou si c'est vous qui l'avancez. Mais cette idée qu'on est passé au monde de l'ultralibéralisme tel que le met en œuvre le monde au moment où le vit Georges Bataille du roman, d'un état de consommation des choses à la consommation. Et il fallait bien que lui se consume lui d'abord en premier lieu, que soit dans la consommation de son propre être. Alors effectivement, la notion de consommation, c'est dans le livre de Bataille, ouais. C'est dans La part maudite. On peut lire ce roman sans avoir lu Bataille. Enfin, je joue avec ça parce que j'aime bien qu'il y ait des figures tutélaires. Je trouve qu'un roman, déjà j'aime bien qu'un roman, ça pense un peu. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui pensent qu'un roman, ça doit être une petite chose inoffensive qui vient nous divertir, mais je pense qu'on est à peu près tous requis par l'idée qu'un roman, c'est toujours plus qu'un roman, que c'est une grande chose qui contient aussi qui contient des effervescences multiples, Et effectivement, j'aime bien y mettre dans Tiens, ferme ta couronne, mon précédent roman, il y a 5 ans, il y avait la figure, parce que c'était un livre sur le cinéma, sur la dévotion au cinéma, il y avait la figure mythique de Michael Cimino. Et là, c'est Georges Bataille. J'aime bien mettre quelqu'un et dissoudre sa présence dans le livre, parce qu'après, on fait sans lui, on fait avec lui. C'est un passage de témoin. Là, effectivement, l'idée de se dépenser, de se consumer, c'est quelque chose d'un peu étrange, mais qui consiste qui a à voir avec l'intensité. Moi, je conçois l'écriture comme un lieu d'accélération de l'intensité, et je conçois l'existence. Je me souviens quand j'étais jeune homme, il y avait un film de Léos Carax qui s'appelait Mauvais sang,
que j'ai réinjecté là-dedans dans ce livre. Et l'affiche, il y avait cette phrase très belle, très romantique, c'est l'amour qui va vite et qui ne s'arrête jamais. Bon, je sais pas vous, mais moi ça continue à me faire frissonner ce genre de choses. Parce que ça a l'air comme ça un peu à l'emporte-pièce, mais quoi d'autre? Voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau. Enfin, l'amour qui va vite et qui ne s'arrête jamais. Et la littérature, pour moi, ça a à voir avec ça. Et j'assume cette innocence-là. Et ce personnage, je l'ai délégué dans des lieux qui sont tout le contraire de ça, justement pour aller injecter ce feu-là. Et il se trouve que j'étais très obsédé dans les années 2000, à la fin des années 2000 et au début des années 2010, par la crise des subprimes. Vous vous souvenez, enfin, de manière, j'allais dire indécente, mais c'est pas suffisant, de manière obscène. Là, le cœur même du capitalisme, ou plutôt du projet néolibéral, s'est mis à nu. On a vu que dans l'idéologie du profit absolu qui s'était installée donc depuis les années 80, il s'agissait de s'enrichir sur le dos des pauvres, puisque la crise des subprimes, on le sait depuis, enfin, moi j'ai lu énormément là-dessus, enfin, pour ce livre, la crise des subprimes, c'était un processus de spéculation qui tirait parti de la dette des pauvres aux États-Unis, puis dans le monde entier. La dette des pauvres qui profitait à des consortiums. Et cette crise des subprimes, ça a été le moment, je me souviens, j'étais en Italie, on vivait sous Berlusconi, parce que c'était un régime, comme on dit, donc c'était la fin de ce régime-là. Il y avait déjà l'indécence politique, plus l'obscénité économique. Et je me suis dit, il faut que j'arrête de n'y rien comprendre à l'économie. La plupart du temps, on n'y comprend rien. Je ne suis pas sûr d'y comprendre plus maintenant, mais je me suis dit qu'il fallait quand même s'y pencher un peu, comme l'avait fait Georges Bataille dans les années 40, parce que si on ne s'occupe pas de l'économie, l'économie, elle s'occupe de nous. Ça, on le sent passer. Enfin. Et je me suis dit, tiens, c'est pas terriblement sexy, mais je vais écrire un livre sur l'économie. Et je me suis, voilà, cette histoire qui a commencé comme ça dans un centre d'art m'a donné l'occasion, quand j'ai vu ce tunnel, cette banque, je me suis dit, cette idée, ce désir que j'avais eu au temps de la crise des subprimes, c'est le moment. Il faut vraiment parler de cette chose, il faut essayer de faire le roman de ça. Et de ne pas faire un roman théorique, de faire un roman romanesque, mais voilà, de faire entendre ce qu'est l'économie et ce qu'elle fait de nous. Alors, il y a deux moments très forts, justement, à propos de ça. J'aimerais bien qu'on s'arrête quand même aussi un peu. C'est un exposé que fait Georges Bataille devant, donc, quand il est dans son école à CHEC. C'est la prépa HEC. Oui. Voilà, la prépa HEC. Donc il fait un exposé sur ce moment de 1971, de août 1971, où Nixon va décider de supprimer la correspondance entre le dollar et l'or. Et l'autre scène sur laquelle je me tarde de vous entendre, c'est une scène, moi, je trouve vraiment prodigieuse, qui est celle de la visite de Reagan à Paris, et où il a demandé d'aller visiter les réserves d'or de la Banque de France. Voilà, ça, on est forcément dans quelque chose qui arrive après. Ça ne peut pas être de chez Georges Bataille dans la part maudite. C'est complètement votre réflexion sur ce deuxième moment de l'ultracapitalisme, celui des années 80. Oui, c'est en essayant de raconter. C'est un roman de formation, comme on dit, un roman d'apprentissage, puisque j'ai dû inventer ce personnage, enfin ce banquier là qui a creusé le tunnel. Et effectivement, en lisant des livres, des mémoires de banquiers, figurez-vous, c'est une étrange lecture. Enfin, je veux dire, c'est assez fou. Enfin, de faire ça. J'ai fait comme Flaubert. Moi, je suis passionné par Flaubert, je sais pas vous. Et dans sa correspondance, il n'arrête pas de dire, notamment à son amante, Louise Collet, qu'il ne peut pas venir la voir parce qu'il est en train de lire. La tête qu'elle devait faire, la pauvre. Parce qu'il était pris, disait-il, dans une orgie perpétuelle. Il ose carrément, enfin. Une orgie perpétuelle de lecture.
Et ce qu'aimait Flaubert, c'était de se consumer en lecture, de se documenter à outrance pour dissoudre tout ça. Par exemple, dans Salammbô, il lisait tout sur les guerres puniques. Bon, j'ai un peu fait ça, j'ai pris mon temps, et effectivement, j'ai lu des choses insensées que je n'ai pas toujours très comprises, des économistes, des mémoires de banquiers, comme je disais, et j'ai découvert, comme quoi ça sert, j'ai découvert entre autres, alors peut-être s'il y en a parmi vous qui sont très férus d'économie ou qui peut-être sont banquiers, ils m'excuseront de ma nigauderie, mais c'est peut-être une chose très banale. Mais j'ai découvert une chose qui m'a stupéfaite, une chose qui m'a stupéfaite, accord du participe passé avec mon passons. Je fus professeur. C'est que le 15 août 1971, une décision a été prise par le département d'État aux États-Unis, et en l'occurrence par Richard Nixon, qui était ce qu'on appelle aujourd'hui tout simplement la dérégulation des marchés. C'est-à-dire que ce jour-là, à partir de ce jour-là, on a cessé de faire circuler sur Terre, entre les êtres humains, la somme d'argent qui correspondait aux richesses réelles des pays en or. À partir de ce moment-là, on a ouvert les vannes de la billetterie, il n'y a pas d'autre mot, puisque il n'y avait plus d'équivalence. On a décidé comme ça, ex abrupto, qu'il n'y aurait plus d'équivalence entre ce qu'on allait faire circuler comme masse monétaire et les lingots d'or. Je me suis dit que ce jour-là, c'est pas rien. Le 15 août en plus, le jour lié à la Vierge, oui, ah oui, tiens. Entre autres. Et ce jour-là, une décision métaphysique, pas seulement économique, avait été prise. Quelque chose qui est comparable, je dirais, au jour où Nietzsche écrit dans le Gai Savoir Dieu est mort. Bon, très bien, ok. Ah bon? Et les conséquences, effectivement, je reprends, sont dévastatrices, puisque notre monde est fondé et refondé, là, en 71, sur une décision qui va bouleverser complètement ce qu'il en est de notre rapport à... Qu'est-ce que c'est que notre rapport quotidien? Ça veut dire quoi gagner de l'argent? Ça veut dire quoi en perdre? Ça veut dire quoi le pouvoir d'achat? Et donc ça m'a amusé de remettre ça en jeu durant ses études à un moment, puisqu'il fait de l'économie. Mais un moment très iconoclaste quand même. Oui, parce qu'il s'inscrit en école de commerce pour aller travailler à la banque. C'est son projet, c'est un infiltré. Mais il vient de la philosophie. Puis c'est un petit génie. Je me suis amusé à en faire un petit génie, comme l'air de rien. Et donc il apprend et il fait un exposé là-dessus. Et son prof d'économie, ça l'énerve un peu qu'on vende la mèche comme ça, qu'on raconte ce moment-là comme un acte comme ça de piraterie. La deuxième chose, effectivement, qui vient de quelque chose de très sérieux, qui vient de ma documentation, c'est qu'en travaillant, quand on écrit un roman, on prend tout ce qui vient, on cherche, et puis, je sais pas, je me souviens, j'étais sur Internet, je m'intéressais à un type, je vous en parle quand même 2 minutes, un type très étrange qui s'appelle Alan Greenspan. Cet Alan Greenspan, personnage très important de ces 40 dernières années, une éminence grise, comme on dit. Dans les années 80, c'était l'un des conseillers principaux de Ronald Reagan. Et on le retrouve, après, il dirige la réserve fédérale, et on le retrouve justement après la crise des subprimes. Et c'est un type qui... C'est un des personnages du livre, je le mets comme ça, mais c'est un personnage secondaire, il a un voilà. Et il se trouve que cet homme, vous pouvez aller sur YouTube et écouter son discours, c'est ahurissant. Ce type, après la crise des subprimes, fait un peu à l'américaine un discours d'expiation. Il dit oui, on était coupables. C'est de notre faute, effectivement. Nous avons créé un monstre, je résume. Nous avons créé un monstre, une machine économique comme ça qui s'est lancée et qu'on n'est plus arrivé à contrôler. Voilà, c'est de notre faute, pardonnez-moi. Waouh. Oui, merci. Et cet Alan Greenspan, en travaillant sur lui comme ça, je me suis tombé sur la vie de Reagan, bon, très bien.
Et dans les coordonnées qui étaient les miennes, puisque j'envoyais ce jeune homme à la Banque de France pour un stage d'été, pour un job en 1987, je me suis aperçu que Reagan faisait une visite présidentielle en France en août 87. Je me suis dit, ouais, c'est trop beau. Et j'ai imaginé, je vous jure que je ne sais plus si c'est vrai ou pas, parce qu'il y a un moment, la matière narrative entre fiction et réalité, bon, c'est comme dans Don Quichotte, enfin, quand on se met à écrire pendant des années, on divague complètement. Moi, mes moulins avant, c'est la banque, quoi. Donc je ne sais plus très bien si... Par ailleurs, vous dites, je n'ai jamais vraiment cru à la différence entre réalité et fiction. Elle ne mène qu'à l'assèchement du langage. Donc, alors ça veut dire que je suis fou, mais je suis désolé. De ne pas connaître la différence entre fiction et réalité, oui, c'est très... non, c'est le fait que ça mène à l'assèchement du langage, donc c'est pas bon pour le roman. Alors effectivement, bah oui, ça c'est certain. Injecter de la fiction, c'est-à-dire une forme de poésie, dans le langage lui-même, pour moi, c'est la moindre des choses. Enfin, je pense qu'il y a un appauvrissement organisé du langage, ça c'est certain. Enfin, par tous les moyens possibles, un certain système s'emploie à faire en sorte qu'on s'exprime de manière de plus en plus courte, brève, pauvre, fautive, enfin, etc. Bon, ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène terrible, enfin. Un type comme Elon Musk, je digresse, mais je vais revenir à Reagan. Un type comme Elon Musk a quand même, vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, a dit « Bientôt, on n'aura plus besoin du langage ». Je dis « Oui, d'accord ». Il se passe quand même quelque chose de manière planétaire. C'est un Olibrius, mais c'est l'homme qui a le plus de pouvoir au monde, quasiment. Enfin, les politiques sont des hommes de paille. Enfin, il y a des gens comme ça qui configurent, comme on le dit, en rapport avec la plasticité informatique, enfin, des gens configurent peu à peu notre rapport futur aux choses. Et que quelqu'un dise que le langage, bon, c'est quelque chose qui n'est plus tellement intéressant, qui est surfait. Bientôt, on n'en aura plus besoin. Ce sera binaire. Enfin, ça, c'est vraiment le cœur du réel actuel. Mais c'est une conséquence aussi du capitalisme, enfin, de l'ultracapitalisme régnant. Elon Musk est la pure émanation de ça. Enfin, et on va vers ça. Enfin, c'est-à-dire que sans vouloir dire qu'il y a un combat entre le monde du calcul et le monde du langage, ce sera un peu manichéen, il y a quand même un horizon qui relève de l'effacement de la nuance, de la subtilité, du langage, du cœur poétique du monde, c'est l'évidence. Et pour finir sur Reagan, voilà, j'ai donc imaginé, mais peut-être c'est vrai, je ne me souviens plus, que Reagan avait envie, lors de ce voyage présidentiel, c'est une très longue scène dans le livre, enfin je dis longue au sens où je m'en suis donné à cœur joie, il se dit, tiens, je veux voir le fric de la France, quoi. Je veux voir les lingots. Et il décide d'aller dans ce qu'on appelle la souterraine. La souterraine, c'est un lieu réel, c'est sous la Banque de France, dans le 1er arrondissement à Paris, à 30 mètres sous terre. Il y a 7 niveaux en ascenseur. Il y a effectivement un immense espace métallisé qui a l'air d'être un temple souterrain avec des pylônes sur fond de néon, pardon, le lapsus. Bon, bref. Oui, je lis, oui. C'est un lieu où l'inconscient s'en donne à cœur joie. Et donc j'ai imaginé, voilà, on est au mois d'août, mon jeune homme là fait un stage, il fait les photocopies, quoi. Et Reagan arrive là, avec la CIA, tout ça, et c'est un caprice. Il dit, je veux visiter le stock d'or de la France. J'ai imaginé que François Mitterrand n'y allait pas parce que il était déjà son premier septennat, on avait déjà compris qu'il était plus tellement de gauche. Et l'idée même d'être pris en photo par le photographe de Paris Match à côté des lingots d'or et de Reagan, ça craignait un peu, comme on dit. Et donc en fait, Reagan y va. Et à la Banque de France, les banquiers, les directeurs sont pas là, c'est le mois d'août. Donc ils prennent un peu qui il y a. Et il y a ce petit stagiaire qui a une jolie veste, qui présente bien, et on se dit, on va le mettre dans le cortège. Et donc là, je m'en suis donné à cœur joie pour faire visiter au lecteur
les soubassements du capitalisme. Parce que là, c'était vraiment la métaphore vive. Enfin, on est sous terre et on va aller voir les lingots. Et là, j'ai raconté une véritable messe noire, en fait, où il y a une pyramide de lingots. Tout ce que je raconte est absolument vrai, parce que je me suis fondé sur un livre de Stefan Zweig, figurez-vous, grand écrivain que vous connaissez, qui était à l'époque, dans les années 20, le correspondant de Frankfurter Allgemeine, voilà, à Paris, et il a visité la souterraine de la Banque de France avec un photographe. Il y a un petit livre qui est édité par les éditions de la Banque de France, à mourir de rire, avec des photos, et on voit tout le fonctionnement est raconté, donc je me suis inspiré de ça, enfin, et j'amène mon petit cortège jusqu'au au fond, dans la grotte primordiale du capitalisme. Et là, je m'en suis donné à cœur joie. J'ai imaginé qu'un peu comme dans le Veau d'Or, en fait, ils prennent Reagan et son adorable épouse, vous vous souvenez, Nancy, ils prennent les lingots, ils les passent à Alan Greenspan, et ils sont en train de, ils entrent dans une espèce de liturgie païenne. De liturgie païenne, voilà. Au fond, et je dis au fond, on est dans le fond, à la place de Dieu, on a mis l'argent. Le capitalisme est une religion. Il y a un texte de Walter Benjamin, très grand penseur, l'un des plus grands du XXe siècle. Enfin, il y a 3 pages dans, je ne sais plus comment ça s'appelle, les passages parisiens. 3 pages extraordinaires, de grande intuition, où dans les années 30, ça s'appelle le capitalisme comme religion. Il voit très bien que ce qui va se donner comme étant le contraire de Dieu, le contraire de la spiritualité, enfin, de l'esprit, c'est-à-dire l'arraisonnement par l'argent, par le calcul, il voit très bien qu'en fait, c'est à nouveau une modalité religieuse, un opium qui va complètement nous intoxiquer. Et là, je voulais le montrer, mais sous forme de roman. Enfin, et donc, on les voit en train de devenir fous, c'est des fanatiques. Enfin, voilà. Dans les souterrains de la Banque de France, il y a cette relique barbare, comme dit Keynes, grand économiste. L'or, il l'appelle une relique barbare. Et je voulais montrer ça, les soubassements comme ça, de ce culte de l'argent. Sur les billets américains, ils vendent la mèche. Les Américains sont beaucoup plus désinhibés que les Européens. C'est « In God we trust ». Enfin, sur chaque dollar, il y a écrit ça quand même. Donc c'est criant, en fait. Tout nous dit ça, enfin, que c'est presque nietzschéen, en fait. À la mort de Dieu a succédé l'assomption du pognon. Alors le temps file. Non, mais c'est pas un problème. Mais parce que le livre est riche aussi de 2 autres aspects que j'aimerais bien qu'on aborde. C'est d'un côté le don, parce que on a parlé effectivement de l'accaparement, mais la confrérie dont vous parliez tout à l'heure, il y a ce personnage de Bénédicte aussi, qui est une jeune femme qui est complètement dans le don, et je crois qu'il fallait aussi ça dans le livre pour contrebalancer tout l'accaparement des banquiers et tous ces thèmes que vous égrenez sur le don. Et puis, il ne faut pas non plus masquer que c'est aussi un beau roman d'amour, parce que Le Trésorier payeur est aussi un grand roman d'amour, avec des personnages de femmes magnifiques et qui sont aussi dans la générosité et dans le don d'elle-même absolu, quoi. C'est vrai que, là je n'ai parlé que d'économie, mais la première image que j'avais, enfin que je voulais écrire, c'était une scène de baiser. Parce que je voyais... C'est le premier chapitre de la deuxième partie. C'est le premier chapitre de la deuxième partie, c'est-à-dire le roman proprement dit, qui fait... Bon, la première partie, c'est quoi, 40 pages, mais après, le roman, ça commence par une scène de baiser. J'y tenais comme un rituel qui vous délivre justement du monde du calcul, comme un rituel, comme un exorcisme, un petit exorcisme quotidien, comme on en a tous. Comment sortir de l'aliénation? Et je voyais les choses comme ça, je voyais cette figure de ce banquier en costume cravate qui s'est astreint toute la journée à son travail, donc aux chiffres, aux calculs, et qui ferme la banque à 17h. Et je le voyais traverser cette ville où j'allais sans cesse pour prendre des notes, enfin à Béthune, qui traversait cette place du Beffroi et qui allait rejoindre sa femme
à 17h. Au lieu de rentrer dans sa maison, il allait pour une raison amoureuse chercher sa femme, dont j'ai imaginé qu'elle était dentiste. Et donc c'est le banquier et la dentiste. Oui, il y a un côté très... je ne sais pas comment dire ça. Enfin, c'est ancré dans la réalité. Ils ont un métier, voilà. Ils sont... Et donc, je voyais la scène comme ça. Bon, elle est écrite, au final. À 17h, il allait de manière rituelle, avec des chiffres encore plein la tête. Il n'arrivait pas à sortir de sa journée de calcul. Il entrait dans la salle d'attente. Il savait que sa femme avait pris son dernier patient jusqu'à 17h30. Là, il y avait une petite cérémonie avec la lumière, avec Kyoto et les deux pavillons, le pavillon d'or et le pavillon d'argent, où j'ai placé leur voyage de noces. Et j'imaginais que cet homme se préparait, j'imaginais encore plus fort que les préliminaires de l'amour. Les préliminaires, c'est très beau, enfin on le sait tous, mais là il y avait encore quelque chose avant, c'était se préparer à embrasser, se préparer au baiser. Et au moment où le dernier patient s'en va, à 17h30, la porte s'ouvre, la dentiste, sa femme, en blouse blanche, ouvre la porte. Et là, j'ai décrit, et c'est vraiment la première image de ce livre, ça part de là, ce baiser d'amour, d'amour physique. Et j'ai essayé de décrire un baiser. Je me suis dit, tiens, au fond, les romanciers, moi j'adore lire des romans, mais c'est très peu raconter ce qui se passe dans un baiser. Évidemment, comment dire ça, enfin, tout se dissout, même le langage. Sauf que là, je me disais, tiens, voilà, durant cet espace-temps indéfinissable qui peut durer très longtemps ou quelques secondes, peu importe, c'est pas une performance de s'embrasser non plus, on fait ce qu'on veut, mais durant cet espace-temps, c'est ni un espace ni du temps, enfin cet homme ne pense plus aux chiffres. La seule chose qui le sorte du capitalisme, c'est l'amour. Et dans le fond, je me disais, cette scène contenait tout. Enfin, c'était ça, il s'agissait, et c'est l'objet même du roman, l'objet et le sujet, c'est existe-t-il un lieu où on se délivre du calcul ? Existe-t-il un lieu où le capitalisme n'est pas de prise sur nous ? Je dis le capitalisme, disons la société, je ne sais pas, tout ça ce sont des grands mots aussi, mais je me disais oui, ça existe. Il y a un lieu, un espace-temps intact, un espace-temps indemne en chacun de nous. Il ne tient qu'à nous de l'élargir, ce lieu. Ça peut avoir lieu dans le baiser, ça peut avoir lieu dans un simple sourire, ça peut ne pas se dire, ça peut avoir lieu dans le silence, dans le chant, dans la poésie, dans le fait de faire l'amour physiquement. En tous les cas, cet indemne-là, j'ai senti que c'était le sujet du livre et que ce type un peu givré, là, mon trésorier payeur, et sa femme qui est très mystique, parce que c'est une catholique, c'est une dentiste catholique. J'ai imaginé ça me plaisait, une dentiste catholique. J'ai dit, bon, personnage un peu bizarre, incongru elle aussi, qui prie devant lui. Enfin, c'est très étrange de voir quelqu'un prier. Et bon voilà, je me disais, ce couple de notables, de gens très bien bien sous tout rapport, dont personne à Béthune ne peut imaginer quelle est leur vie intérieure, leur folie, leur amour. Je me suis dit, ces deux-là, je vais en faire deux fous furieux. C'est ça, l'amour fou. Enfin. Mais en fait, j'ai relu beaucoup de Simenon. Enfin, je sais pas trop mon truc poétiquement, mais c'est quand même génial, Simenon et Balzac aussi. Alors j'étais content parce que ni Simenon ni Balzac n'ont planté de roman à Béthune. Je suis le premier. Vive moi. Non, je plaisante. Mais surtout, je me suis dit, tiens, quand même, en lisant Simenon, je voyais Monsieur Hir, par exemple. Ouais. C'est fou, la puissance sidérante de la vie intérieure des gens dont on dit qu'ils sont normaux. Évidemment que ça n'existe pas, quelqu'un de normal. Et c'était ça au début, c'était deux personnes qui ont l'air tout à fait normales, qui s'embrassent follement tous les soirs,
pour commencer leur vie en dehors de la chirurgie dentaire et de la banque, et dont personne ne saura jamais l'intensité. Je pense que c'est ça le roman, c'est d'aller là, dans ce lieu-là, et de mettre l'oreille du roman là, et d'être le témoin de ça, de ce qui se joue dans l'intimité la plus dingue, quoi. Parce que l'amour, et l'amour fou encore plus, c'est ce qu'on donne sans compter. Comme le soleil qui brille sans compter, effectivement, l'amour et l'érotisme, qui vont avec pour moi, qui sont là une même chose, sont une forme d'excès, de prodigalité et même de richesse. Chez les taoïstes, je ne sais pas si vous avez lu les taoïstes, ils savent ça depuis toujours. La vraie richesse est sexuelle. On se dépense dans l'amour et puis ça revient. C'est prodigieux. Et ce jeune banquier va se rendre compte de ça. Parce qu'il va être initié, effectivement, il a beaucoup de chance. C'est un peu un nigaud au début. C'est un innocent, c'est un idiot dostoïevskien, comme le prince Mishkin. Oui, c'est vrai, Mishkin. Et il va, sur 30 ans, comme ça, rencontrer plusieurs femmes qui vont l'initier au feu intérieur. Des femmes très ardentes. Et puis il va le devenir, lui. C'est quand même ça qui le sort c'est ces femmes-là qui le sortent de son tunnel et de sa grotte. Quand même. C'est ce qui arrive dans la vie des hommes, souvent, parce que... Dans les tunnels d'obsession. Oui. Moi, c'est ce qui m'arrive dans ma vie, depuis longtemps, j'ai pas honte de le dire, c'est comme ça. Si j'avais pas rencontré plusieurs femmes, et finalement ma femme, je serais, je serais dans mon trou, quoi. Je serais complètement... Il y a quelque chose de l'ordre de l'enfoncement masculin, comme ça, dans une obsession qui est une dépense non lumineuse, telle que je m'imagine. Alors tout ça, ce sont des clichés aussi, évidemment, ce sont des polarités. Mais de fait, je raconte ça, comment est-ce qu'on est sorti, comment il arrive qu'on soit sorti de soi par une rencontre. En l'occurrence, j'ai toujours tendance, comme écrivain, c'est comme ça, c'est ma matière, à attribuer au continent féminin, au domaine féminin, au corps des femmes, à tout ce qui est féminin dans la vie, quelque chose de lumineux. Moyennant quoi, il y a des journalistes qui ont dit que j'étais un peu un niais. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, je m'en fous. Et donc, effectivement, ce banquier anarchiste, un peu mystique, toujours paradoxal, il va commencer à voir la lumière au fond du tunnel, parce que c'est ça un tunnel aussi. C'est pas un lieu où on va se perdre. Mais c'est pas un terrier. Comment ? C'est pas un terrier. Mais c'est pas un terrier, voilà. C'est tout le contraire de la nouvelle géniale de Kafka. Il y a quelque chose. Si on a 2 minutes, il y a effectivement, on peut parler de la charité. Oui. Grâce à cette femme, grâce à cette dentiste catholique, il va comprendre quelque chose, entre autres, qui relève de cet amour inconditionnel, de cet amour sans réticence, de cet amour fou lui aussi, qu'est la caritas, la charité, qui est un amour qui s'adresse à l'inconnu lui-même, à tout ce qui est inconnu. La charité, comme vous le savez, c'est quelque chose qui peut nous impliquer totalement non seulement vers autrui, vers les autres, mais vers celles et ceux qu'on ne connaît pas. Quand on donne de l'argent par charité, si c'est vraiment de la charité, on ne se demande pas à qui on le donne. On ne se demande pas si la personne le mérite, si la personne en a besoin ou pas. Cette personne nous demande, on donne. La charité, c'est une forme de douce folie. Et moi, ça m'a plu d'articuler, pour des raisons, je dirais, très personnelles, d'articuler une forme de communisme, d'anarchisme communiste, à cette catholicité extravagante, poussée à vif, qu'est la charité. J'avais je peux raconter ça, on a encore 2 minutes, non ? L'une des personnes que j'admire le plus au monde, qui est une personne qui a existé, c'est mon beau-père. Ma femme est italienne, et mon beau-père, qui est mort, c'était un communiste catholique. En Italie, il y en a beaucoup, c'est une véritable grande tradition politique. Et ça me fait vibrer.
En France, ça existe moins, mais et cet homme, j'aimais bien parce que il allait à toutes les manifs, il était très syndicalisé, c'était un communiste, mais il détestait Moscou. Il trouvait que Moscou, c'était une bande de cons, staliniens, etc. Et pareil, il allait à la messe tous les dimanches, mais il détestait le Vatican. Il les trouvait complètement con, intégriste, je ne sais quoi. Et l'articulation quasi franciscaine, enfin, pour moi, d'un certain communisme, disons, d'un certain désir inouï d'égalité, de communauté, et en même temps de spiritualité qui n'aime pas l'Église, eh ben, ça me vient de là, et je l'ai attribué à cet homme. Voilà. C'est une autre des contradictions. Ah bah oui, non, mais je l'assume totalement, bien sûr, bien sûr. Dans le roman. Mais encore une fois, je pense que la contradiction, elle est, comment le dire simplement, elle ouvre en fait, elle est ouvrante. Et bon, la charité, effectivement, un moment, à force de travailler sur ce livre, encore une fois, c'est depuis 2015, enfin, un livre très empêché, puis finalement sortant de lui-même. À force d'en parler, parce que moi je me cache pas, j'ai pas de superstition d'écrivain, il y en a qui disent pas ce qu'ils font. Moi je casse les pieds à tout le monde en disant je suis en train de travailler sur la Banque de France, tu sais pas, la charité, etc. Bon, passons. Et quelqu'un m'a présenté des personnes qui travaillent à la Banque de France. Et je suis devenu ami avec des banquiers, des banquières. Et c'est comme ça que j'ai appris en cours d'écriture que précisément à la Banque de France, qui n'est pas une banque, comme vous savez, de profit, c'est pas une banque commerciale, c'est une banque d'analyse, ben, j'ai découvert en cours d'écriture, et ça m'a ouvert complètement le livre, que l'une des missions, comme on dit, de la Banque de France, c'était de s'occuper du surendettement, de s'occuper des dossiers des personnes qu'on appelle les insolvables. C'est-à-dire des gens à qui aucune banque ne va prêter de l'argent parce que ils se sont mis dans une situation de dépense, en l'occurrence. Et c'est une mission de service public, en définitive. C'est une mission de service public. Et là, je me suis dit, cet homme, voilà comment sa contradiction va se résoudre. C'est un infiltré, mais qui va s'occuper des pauvres. Et là, tout ce que je raconte est absolument vrai, c'est-à-dire que les dossiers de surendettement passent par la Banque de France en attendant d'être traités au tribunal, et l'objet de certains banquiers, pas tous, c'est d'effacer la dette. Et donc j'ai imaginé que ce jeune homme allait un peu faire scandale dans cette succursale de la Banque de France dans les années 80, parce que de manière charitable, épluchant un dossier devant un couple de surendettés qui vivent dans leur voiture dans le nord de la France après la fermeture des mines, dans la misère la plus totale, il va se rendre compte qu'il ne peut rien faire légalement pour l'instant pour eux, et dans un éclair comme ça d'amour, enfin, il va leur dire, puisqu'il habite dans cette maison que j'avais vue, vous vous souvenez, avec la nacre. Et là, bon, je me suis dit, ça c'est bien, c'est génial, la littérature, on peut mettre les maisons qu'on n'arrivera jamais à habiter, on les met dans le livre. Et il habite cette grande maison, et il leur dit, venez chez moi. Voilà. Donc ce banquier va héberger les surendettés. Et ça, c'est le coup de poker, le coup politique du livre, en fait. Je raconte ça, vous verrez si vous avez envie de le lire, enfin, les conséquences de cet acte, les conséquences sociales, mais également pour lui, parce qu'il va... Parfois, on fait des choses de manière aveugle, on ne sait pas très bien ce qu'on fait, et on se rend compte que notre vocation se déchiffre à travers un acte inconscient. Il ne savait pas ce qu'il était en train de faire, il découvre que c'est peut-être ça, ça y est. Ce tunnel, c'est ça, c'est la brèche qu'il a creusée dans la banque, c'est ça. C'est cet amour absolu, fou, injustifiable, qui s'appelle la charité. Et ce type s'étonne d'autant plus de sa propre charité qu'il n'est pas pieux, il n'a pas la foi, il ne va pas à l'église. Enfin, c'est un geste laïque. Et la confrérie des charitables sur laquelle je suis tombé dans le nord de la France, à Béthune, juste en face de la banque, c'est quand même incroyable. Enfin, au bout de 5 ans, à force d'y aller, je prends cette rue et je vois confrérie des charitables. C'est pas croyable. Cette confrérie des charitables, c'est une confrérie laïque. Et je suis allé les voir, ces gens-là,
parce qu'un jour, j'avais pris ma voiture. Parfois, je partais 3 jours comme ça depuis Paris. J'allais à l'hôtel à Béthune pour prendre des notes. C'est les paysages qui m'intéressent, les terrils. Et j'écrivais sur place, enfin. Et un jour, il y avait un embouteillage dans le centre de Béthune. Pourtant, c'est une petite ville. Enfin. Et bon, j'ai garé la voiture. J'ai vu des gens habillés en noir. C'était un peu bizarre. Une espèce d'attroupement. Des vieux messieurs qui avaient un bicorne et une cape. Je me suis dit, waouh, des extravagants. Enfin. Et ils avaient même une baguette. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils fichaient là. Et je voyais qu'ils poussaient quelque chose. Je me suis approché. Et en fait, c'était un cercueil. C'était un cortège funéraire qui allait vers le cimetière. Je suis allé avec eux. Et c'était une cérémonie. Voilà. Et ces gens-là, c'était les charitables, de la confrérie des charitables. Et qui exercent ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. C'est une confrérie laïque, j'insiste là-dessus. C'est vraiment quelque chose il y a beaucoup d'œuvres de charité dans le nord de la France. Après la fermeture des mines, beaucoup de gens, quand le Parti communiste s'est écroulé et que le Front National a tout pris, en fait, a fructifié sur ce chômage et cette misère, beaucoup de gens se sont tournés vers ces lieux laïques, enfin de miséricorde laïque. Les œuvres de miséricorde, vous connaissez, c'est dans Saint-Matthieu. Enfin, c'est extraordinaire. Enfin, il y en a 14. Il y a 7 œuvres de miséricorde physique et 7 œuvres spirituelles. Et il y a par exemple vêtir ceux qui sont nus, donner à boire à ceux qui ont soif et ensevelir les morts. Et moi, j'avais déjà croisé ça dans ma vie culturelle, si je puis dire, du temps où j'écrivais sur le Caravage. Parce qu'il y a un des plus beaux tableaux, le plus grand d'ailleurs, en termes de format, du Caravage, qui est à Naples, qui s'appelle Les 7 œuvres de miséricorde. Et le Caravage arrive à faire contenir génialement les 7 œuvres dans un seul tableau, au coin d'une rue nocturne, avec le peuple de Naples, et on voit les 7 actes. Ce tableau joue un rôle avec le personnage de Bénédicte, etc. Bon, je pense qu'on a pour des heures encore, je vais m'arrêter. Et voilà, à la fin, c'est pas l'argent qui gagne, mais c'est peut-être cette chose inouïe qui est la miséricorde. Voilà, une chose très mystérieuse. Il y a un beau roman de Mathieu Riboulet aussi. Absolument, les œuvres de miséricorde. Ouais. Très, très beau livre. Je vais faire circuler un petit peu le micro pour ceux qui auraient une question pour Yannick ou une réaction. Merci tout d'abord pour votre roman que j'ai lu aussi, avec autant d'enthousiasme que ce que vous semblez l'avoir, avec cet enthousiasme avec lequel vous l'avez écrit, semble-t-il. Et effectivement, c'est un roman, je pourrais dire, très jouissif. Et finalement, c'est un personnage, là, ce Bataille, et il me semble que vous avez cette expression dans le roman, qui va hors de soi, qui va hors de lui, hors de son tunnel, finalement. Et ayant lu ce livre, alors je ne me souviens pas si vous le citez dans le roman ou pas, parce que vous renvoyez à des auteurs, ou à Bataille, bien entendu, et à d'autres. Jusqu'où, comment, pourquoi, je ne sais pas, est-ce ou n'est-ce pas une illustration, une imagination, la vôtre, du banquet anarchiste de Pessoa? Je ne sais pas si vous le citez, je me souviens plus si vous le citez, oui. Si vous le citez dans le roman. Il est cité, bien sûr, oui, il est cité. Alors, j'aurais adoré appeler ce livre Le banquier anarchiste. Mais évidemment, c'est pris, et de manière illustre, comme vous le dites. Très étrangement, c'est pas un des modèles de ce livre, parce que, et je vais le dire sans aucune flagornerie, j'espère que vous n'allez pas le prendre comme ça, mais je trouve que c'est pas un super livre de Pessoa. Pessoa, c'est un immense auteur, enfin, c'est un écrivain extraordinaire, c'est l'un des plus grands poètes. Le mystère également qu'il y a dans sa vie me plaît, et Pessoa, ça aurait pu être un de ces banquiers, là. En un sens, c'est comme Kafka, enfin, ces gens-là planent, enfin,
tous ces génies secrets, enfin, qui sont allés à leur bureau comme ça, se faisant passer pour des anonymes et vivant d'un feu intérieur qu'est la littérature. Ce genre d'écrivains-là, il n'y a pas que deux, m'ont évidemment inspiré cette figure-là. Mais il se trouve que Le banquier anarchiste, j'ai essayé de le lire, ce petit livre. Je trouve pas ça génial. Enfin, je dis, c'est pas pour dire du mal de Pessoa. Et cette frustration que j'ai eue en lisant ce livre m'a ouvert un espace, quoi. Je me suis dit, voilà, il faudrait raconter ça aujourd'hui, enfin, avec le néolibéralisme. Évidemment, Pessoa, c'est une autre époque. Et Le banquier anarchiste, c'est un livre de conversation. Enfin, c'est un duel presque de conversation. C'est un roman inachevé, un tout petit roman. Et bon, je l'avais en tête, effectivement. Son caractère inachevé m'a stimulé, en fait. C'était pas pour me dire que j'allais faire mieux, évidemment, mais c'est que d'un coup, une voie se libérait, en fait. Une direction était donnée par un auteur. Moi, je fais partie de ces écrivains contemporains qui lisent énormément, et qui lisent leurs contemporains aussi. C'est-à-dire les romans de la rentrée, tout ça. Je fais que ça, enfin, lire tout le temps. J'ai pas peur de me... Je sais pas, il y a des gens qui disent « Ah oui, je veux pas me laisser influencer. » Waouh. Dans ce cas-là, je sais pas. Nous ne sommes qu'influence. Tout est fondé sur la manière dont on est influencé par les autres. Enfin, c'est la moindre des choses. Ça s'appelle l'amour aussi. L'influence la plus intense, c'est l'amour. C'est comme si cette personne me disait oh, je veux pas aimer. Et donc parmi ce bain de lecture dans lequel j'ai essayé de faire mitonner quelque chose pendant des années, enfin, il y a Pessoa évidemment. Il y a Kafka, il y a plein de... Je ne sais pas si j'en cite beaucoup, je ne me souviens plus à force, mais il y a beaucoup de philosophes. Il y a Michon, Duras, voilà. Il y a Duras, oui. Il y a une libraire, on n'a pas parlé de cette libraire par pudeur, parce qu'elle est vraiment explosive. C'est mon personnage préféré du livre, Annabelle. Mais elle donne à lire au narrateur un livre sur Rimbaud de Pierre Michon, qui est un livre génial, Rimbaud le fils, et La pluie d'été de Duras, si vous n'avez pas lu La pluie d'été. Moi, je fais mon présentateur télé, là. Lisez La pluie d'été de Marguerite Duras. Elle a besoin de personne, Marguerite Duras, mais moi, je l'aime de plus en plus, Duras, au fur et à mesure, je sais pas, en vieillissant, comme on dit. Je trouve que les livres de Duras, enfin, il y a quelque chose d'irréductible, justement. On parlait de la part indemne. Chez elle, il y a quelque chose d'irréductible. Et La pluie d'été, c'est un livre très extravagant. C'est un livre sur le Messie, étonnamment. Voilà. Moi, j'ai une petite question qui j'ai trouvé traverser un peu vos livres, ou du moins les derniers. Je commence par celle qui est dans le Trésorier payeur. À mon avis, s'accorder à une vérité qui dédaigne les bavardages et la comédie humaine. C'est le thème vérité qui m'a interrogé. Dans La solitude de Caravage, vous posez également où en sommes-nous avec la vérité ? Et dans Tiens, ferme ta couronne, vous posez carrément la question vivre dans la vérité. Alors ma question c'est quoi la vérité de Yannick Enel ? Alors, c'est... Oui. Je vais passer le bac, là. Le mot vérité a quelque chose d'autoritaire, évidemment, et de blâmable, j'imagine. Mais c'est un mot qui ne doit pas nous faire peur, parce que précisément, il a plusieurs acceptions. Et il y a une vérité qui vient disons, du droit romain, une vérité latine, qui est le contraire du mensonge, quelque chose qu'on peut vérifier factuellement au tribunal. J'y ai passé un temps fou. Quelque chose est vrai ou est mensonger. Alors cette vérité-là m'intéresse, évidemment, elle nous intéresse dans la vie, mais c'est pas avec ça que j'écris des romans, et c'est pas vers ça que je vais, c'est pas vers cette lumière-là que j'essaye de me laisser entraîner. Il y a une autre acception de la vérité, qui est une acception grecque, que j'ai trouvée chez Parménide, figurez-vous, puisqu'on parle de livres, là. Ça s'appelle l'aletheia. C'est pas la veritas latine, c'est l'aletheia. L'aletheia, et dans aletheia, vous entendez le léthé, enfin le fleuve d'oubli. L'aletheia, c'est le déchiffrement, le dévoilement de quelque chose qui surgit dans l'instant.
la vérité, telle que j'essaye de l'aimer, telle que j'imagine qu'elle existe dans la vie, c'est quelque chose qui surgit, comme un arc-en-ciel, comme une parole d'un coup qui... On parle depuis, j'imagine, une conversion, on parle depuis 2 heures, et d'un coup, un mot est plus vrai qu'un autre. Quelque chose s'ouvre de la vérité de l'être, voilà. C'est pas la vérité des faits, la vérité de l'être. Quelque chose se déchire dans un ciel, et je pense que cette vérité-là, cette aletheia, qui est précaire, qui est fragile, qui n'est pas du tout autoritaire ni souveraine, qui semble faire trembler les assises de nos vies, qui est bouleversante, qui relève du coup de foudre, eh ben, elle a à voir avec la littérature, avec la poésie elle-même. Je pense même que la poésie, on devrait s'en souvenir de plus en plus, ne pas oublier ça. Je parlais de l'appauvrissement du langage. Ça a à voir avec cette vérité-là. Alors, se tenir dans la vérité, ça a l'air bien présomptueux, et je ne sais pas combien de minutes ça m'arrive par jour, quelques secondes, ou parfois non. Mais ma méthode, puisque c'est ça qui m'intéresse, sans que je sache ce que c'est, parce qu'on ne peut pas savoir ce que c'est que la vérité, mais on en est parfois involontairement, comme Proust avec la mémoire, on en est des témoins presque innocents, enfin on ne sait pas trop ce qu'on fait. Mais pour moi, ça a lieu quand j'écris. Ça a à voir avec la littérature, et c'est pour ça que je crois plus en la littérature qu'en la politique maintenant. La politique a été ma passion pendant plusieurs dizaines d'années. Et puis voilà, des choses se sont passées qui font que j'ai arrêté d'aller faire cours dans des collèges où je tenais à rester en banlieue dure, comme on dit, parce que c'était ça, faire de la politique. Et maintenant, j'écris des romans parce que je pense que cette vérité crépitante, incertaine, paradoxale, contradictoire, elle a lieu là, dans le langage, qui est la grande chose à défendre, peut-être. Voilà. Monsieur. Bonsoir, Monsieur Haenel, Charles Guillou. J'ai bien aimé votre exposé. Vous êtes un peu bavard quand même. Merci. Je vous trouve un petit peu bavard. Vous Merci. aimez bien le micro, bon, tant mieux. Mais moi aussi, j'aime bien le micro. Je suis un peu là pour ça. Oui, Je ne sais pas si j'avais rien dit, je ne sais pas ce qui serait passé pour vous. Je fais le spectacle. Oui. C'est gratuit en plus. J'espère. Bien. Moi aussi, je fais toujours gratuit, vous savez. Oui, c'est vrai qu'on vit dans un monde intranquille, mais moi, je voudrais dire quand même que je suis toujours très optimiste par rapport à l'humanité. Et je pense que déjà, il y a une prise de conscience inimaginable de la jeunesse, de beaucoup de monde depuis 10 ans. Vous dites que vous avez arrêté la politique. Moi, j'ai commencé la politique il y a 24 ans. Voilà, donc je suis un peu senior dans la politique. Et je trouve que ça progresse quand même s'il y a toujours une inertie. Et moi, ce que je voudrais avoir votre avis, puisque vous êtes philosophe, vous étiez philosophe, la politique ne tourne pas rond, mais la philosophie tourne-t-elle rond? Je crois qu'elle ne tourne pas rond du tout. Et je suis très méfiant quand on me parle d'intellectuels, par exemple. Je pense que ce sont des gens qui sont entre eux, et on a du mal à penser au petit peuple là de notre ami qui a écrit Les gens de peu et tout ça. Et Pierre Sansot. Oui, voilà, c'est ça. Et je trouve que, je ne sais pas, j'aimerais avoir votre ressentiment là-dessus et savoir comment agir un peu, comment peut-on agir, nous donner un petit peu un process pour, je sais pas, votre avis. Ce serait très intéressant, je crois. Parce que moi je resterai très, très optimiste. Et je n'ai pas lu votre livre, parce que moi, je n'aime pas lire les livres avant de voir d'écouter les auteurs. Mais autrement, vous avez... Moi, je suis de très près l'actualité. Et ça, vraiment, vous êtes très, très précis dans tout ce que vous avez dit, tout ce qui s'est passé avec le capitalisme qui est arrivé et tout ça. Et moi, je suis président d'une association, par exemple, qui s'appelle La Clé à Toulouse, qui accueille des gens. On l'a créée il y a 27 ans pour des gens qui étaient malades du sida et qui étaient complètement abandonnés et tout. Et nous, en tant que bénévoles, nous avons créé cette association.
nous étions au départ, nous accueillions 4-6 personnes, maintenant nous en accueillons 57. Et moi, j'aurais voulu, comme Coluche, qu'on ferme la porte. Et là, je vois que partout, il y a vraiment de la misère. C'est terrible. Oh, j'arrête là. Ça m'amuse que vous me trouviez bavard. Et je dis sans méchanceté un petit peu. Si je répondais à votre question, je commencerais à être bavard. Je veux dire, ça serait du bavardage. J'ai pas d'opinion, en fait. Vous voyez, j'essaye de faire quelque chose qui ne relève pas de l'opinion. J'ai rien à dire sur comment faire dans le monde pour changer le monde. Vous voyez, je suis pas philosophe. Hein, j'ai lu de la philosophie. Ouais. Allez, une dernière. Mais je sais pas quoi vous dire. Vous avez tout dit en fait. C'est pas, ça n'exige pas de réponse. Enfin. Ouais. Bonsoir. Merci d'être là. Je vous en prie. Moi, j'ai lu le bouquin. Bon, il est formidable. Hein. Super. Ah non, alors, mais moi, j'ai une question terre à terre, hein, très terre à terre. Hein, c'est le plus simple. Il y a une je ne veux pas divulgacher, mais il y a une évocation du Japon dans le livre, et ça m'a pas mal intrigué en fait. C'est ça, voilà. Alors, effectivement, c'est un pour le dire d'abord bêtement, c'est le voyage que j'ai fait qui m'a le plus retourné, disons, il y a quelques années. Et j'ai une passion, enfin, voilà, toute intime pour le Japon, pour un certain Japon aussi, pour le caractère, pour le rapport au sacré qu'il y a par exemple à Kyoto dans certains temples. Voilà, ça me plaît. Et donc j'en ai fait un usage romanesque, un usage, je dirais, ritualisé, parce que j'ai essayé d'imaginer ce qu'on appelle communément un voyage de noces. Et la question qu'est-ce qu'on fait d'un amour fou, en fait? Est-ce qu'on le dépense, là aussi, dans quelque chose qui serait l'existence qui s'auto-érotise sans cesse, et qui déborde tous les cadres, ou est-ce qu'on l'inscrit dans un cadre, c'est-à-dire le mariage ou pas? Et là non plus, j'ai pas d'opinion sur le fait faut-il se marier ou non, mais il se trouve que dans ce roman, ces deux êtres, je sentais que ce qui devait les destiner l'un à l'autre, puisqu'ils travaillent dans des institutions, l'une la médecine et l'autre la banque, disons, je sentais qu'il leur fallait ce rapport au sacré qui soit sociabilisable. Donc ils se sont mariés là-bas au Japon. Je ne sais pas quoi vous dire de super intéressant sur le Japon, mais c'est pas seulement qu'un motif, effectivement, c'est pas seulement qu'un paysage dans ce livre qui est travaillé par des lieux symboliques, mais c'est quand même quelque chose qui vient rompre avec la manière d'occuper le temps et l'espace, qui est une manière occidentale. Enfin, là, dans ce que j'aime, disons, ce que je peux comprendre du Japon, il y a quelque chose qui relève de cet éclair dont je parlais avec la vérité, qui est le satori. Enfin, je crois, parce que dans ce livre, sans vouloir non plus dévoiler tout ce qui s'y passe, enfin, c'est pas non plus un roman à suspense, mais la manière qu'ont ces deux personnages de chercher quelque chose à travers l'amour physique, il y a quelque chose de très tragique entre un désir d'aller au-delà de l'amour physique. Enfin, l'amour physique est sans issue, dit Gainsbourg. Mais je crois pas. Il y a quelque chose qu'elle cherche, qui a à voir avec l'éclair blanc d'Hiroshima, avec l'évanouissement de la subjectivité, avec la disparition de son propre corps, une disparition heureuse dans l'amour physique, que je vois peu à l'œuvre dans la poésie occidentale, disons, et chez des écrivains japonais, ça m'a plu, enfin, ce satori là. Et voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a le Japon dans ce livre, enfin, qui vient donner une direction, alors pour le coup, effectivement, assez tragique aux étreintes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Yannick. On va s'arrêter là. On va passer à la dédicace si vous avez envie de vous faire signer le livre. Merci beaucoup.
Il s'agissait de Yannick Enel à la librairie Ombre Blanche, mercredi 19 octobre 2022, autour de son nouveau roman, Le Trésorier Payeur, paru aux éditions Gallimard. Yannick Enel anime avec François Méronis la revue littéraire Ligne de risque. Il est l'auteur entre autres de Yann Karski, La solitude Caravage, Notre solitude, ou encore Tiens ferme ta couronne, prix Médicis en 2017. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio.